Vous n'êtes pas honnête avec les gens. Moi, j'explique. C'est pas agréable. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Appauvrissement de la population, troubles sociaux, hausse du taux de chômage, émigration des cerveaux dans des pays étrangers pour avoir une meilleure vie, des meilleurs salaires et pire encore, gel des actifs et des comptes bancaires des particuliers au sein des pays. Ce sont des scénarios catastrophes, mais c'est ce qui s'est passé dans des pays comme l'Argentine en 2001, le Venezuela en 2017 ou encore la Grèce en 2012 lorsque le pays a fait défaut de paiement de sa dette. Aujourd'hui, tout ça peut paraître de la fiction, mais dites-vous que si vous vivez en France, en Europe globalement, aux États-Unis, eh bien, vous n'êtes pas si en sécurité que ça parce que la situation de la dette de ces pays développés est extrêmement tendue et peut dégringoler à tout moment. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les États-Unis et potentiellement certains pays d'Europe comme la France peuvent faire défaut de paiement sur leur dette, quelles sont les conséquences s'il y a défaut de paiement sur la dette et surtout comment vous pouvez vous protéger si le pays venait à faire défaut. Alors dans un premier temps, il faut comprendre comment est constituée la dette du pays et le budget du pays. Nous avons d'un côté ce que le pays va gagner, le gouvernement va gagner. En général, ça va venir des impôts. Et d'un autre côté, on va avoir ce que le pays va devoir dépenser. Et là, on va avoir les aides sociales, les routes, les hôpitaux, les écoles et aussi les intérêts de la dette qui deviennent de plus en plus importants. Pour obtenir de la dette, ce que va faire un gouvernement en général, c'est qu'il va émettre des obligations. L'obligation entre guillemets la plus connue, c'est l'obligation américaine à 10 ans qui a un rendement aujourd'hui de 4,26% par an. Avec ces contrats qui sont des obligations, ça veut dire qu'ils sont sur un marché global et tout le monde peut les acquérir. Vous, moi, une entreprise, des gouvernements, tout le monde peut acquérir la dette d'un pays qui va émettre des obligations. Aujourd'hui, la dette américaine s'élève à peu près 32 000 milliards de dollars. 23% de cette dette, soit 8 000 milliards de dollars, sont détenus par des pays étrangers. Les trois principaux sont le Japon avec 1100 milliards de dollars. En second, nous avons la Chine avec 770 milliards de dollars. Et en troisième, nous avons les Royaumes-Unis avec 710 milliards de dollars de dette américaine possédée. Dans toutes ces personnes qui vont acheter de la dette, on va avoir une autre entité qu'on appelle la Federal Reserve. Donc ça peut être la banque centrale en Europe, qui elle aussi peut racheter de la dette. Et en général, quand ils rachètent des obligations du gouvernement, des bons d'État, c'est ce qu'on appelle imprimer de l'argent. C'est-à-dire que quand ils impriment de l'argent, ils n'envoient pas des billets directement dans la rue. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont racheter la dette du gouvernement. Alors maintenant que vous avez vu à peu près comment la dette fonctionne, pourquoi est-ce que les gouvernements ont-ils besoin de dette, surtout dans des pays où on est aussi imposé que la France ou plus particulièrement les États-Unis pour l'exemple que je vais vous donner ici. La raison est simple, c'est tout simplement parce que les gouvernements dépensent plus que ceux qui ne vont gagner. Et donc à partir du moment où il y a plus de dépenses que de gains, il faut combler cet écart qu'il y a entre l'argent qui est gagné et dépensé. Et c'est pour ça qu'ils vont utiliser de la dette. Donc, par exemple, si un gouvernement gagne 2000 milliards de dollars ou d'euros et qu'il va dépenser 3000 milliards d'euros pour développer les infrastructures du pays, eh bien il va y avoir 1000 milliards qui vont devoir être financés. Et en général, ce sera financé par la dette. Nous pouvons alors nous poser la question, pourquoi dépenser plus que ce que l'on ne gagne? A priori, n'importe quel être humain se retrouvera assez rapidement bloqué s'il dépense régulièrement plus que ce qu'il ne gagne. Alors pourquoi les gouvernements le peuvent? La première raison pour laquelle ils le peuvent déjà, c'est tout simplement parce qu'un gouvernement ne meurt pas. Un État ne meurt pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveaux partis politiques, etc. Mais la France existe depuis des centaines et des centaines d'années et a priori, ils existeront dans plusieurs centaines d'années encore. Et pourquoi est-ce que les gouvernements vont décider de s'endetter et vont continuer de creuser dans le déficit qui est déjà bien engagé? La première raison, ça va être pour développer les infrastructures du pays, développer la compétitivité du pays pour potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, avoir une croissance plus élevée qui permettra de rembourser cette dette et ces intérêts de la dette qui ont été contractés. La deuxième raison, ça peut être pour donner des avantages sociaux afin d'être réélu et continuer de rester au pouvoir dans le pays en question. Le truc ici, donc en prenant l'exemple du gouvernement américain, c'est que depuis 2001, ils sont en déficit tous les ans. C'est-à-dire que la dernière année positive où ils ont gagné plus que ce qu'ils ont dépensé, c'était en 2001.
Depuis, à chaque année, ils sont en déficit et ce déficit se creuse jusqu'à aujourd'hui. Seuls les intérêts de la dette, donc les intérêts qu'ils doivent rembourser, représentent 13% du budget de l'État. Donc dans les dépenses de l'État, on va avoir environ 22% dans d'autres types de dépenses comme la police, les pompiers, la recherche et développement, l'agriculture, 25% dans les soins de santé, 19% dans la dépense, 14% dans les intérêts de la dette, 9% pour des aides sociales, 4% dans l'éducation et 2% dans les infrastructures. Donc ça, c'est la façon dont les États-Unis vont dépenser leur argent. En ce qui concerne la façon dont ils gagnent de l'argent, eh bien on va avoir 50% qui proviennent d'impôts sur les revenus, des impôts individuels, 33% sur les taxes sur assurance sociale, 9% qui viennent d'impôts sur les sociétés, 5% qui viennent de la TVA et 2% qui viennent de services gouvernementaux. Avec tout ça, aujourd'hui, la dette américaine représente plus de 100% du PIB américain. Donc ce qu'ils doivent dépenser et la dette qu'ils ont est beaucoup plus élevée que ce qu'ils ne gagnent. Comment faire donc pour réduire cette dette et pour se soulager, on va dire, avoir moins de problèmes vis-à-vis de tout ça? Il n'y a pas 10 000 solutions. La première, ça va être de gagner plus. La seconde, de dépenser moins. Ou alors, un petit peu des deux en même temps, gagner un peu plus et dépenser un peu moins en même temps. Le truc avec tout ça, c'est que personne n'a envie d'avoir moins de policiers. Personne n'a envie d'avoir des infrastructures vieillissantes. Personne n'a envie d'avoir une éducation qui déjà n'est pas terrible. Encore pire, personne n'a envie d'avoir des aides sociales en moins. Personne n'a envie de devoir payer pour son hôpital, par exemple, en France. D'un autre côté, personne n'a envie de payer plus d'impôts. On peut se dire, bon, on va taxer les méga riches, sauf que le problème, si on taxe trop les méga riches, ils partent dans d'autres pays qui arrivent. Donc là, les gouvernements sont un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, il faut qu'ils réduisent les dépenses. Mais où est-ce qu'on va réduire les dépenses? Alors, on pourrait réduire les dépenses dans l'administration, etc., dans les salaires qui sont reversés en ayant moins de fonctionnaires. Mais le truc avec ça, c'est que ça suffira largement pas du tout pour rembourser toute la dette et surtout pour régler cette situation de la dette. On pourrait se dire, ok, baisser les retraites ou faire un système de retraite différent, mais aujourd'hui, déjà que la retraite commence à être de plus en plus vieux, est-ce que les gens seront prêts à accepter d'avoir une retraite beaucoup plus faible? Donc, vous voyez que la situation dans laquelle nous arrivons maintenant est vraiment très tendue et très compliquée. Maintenant, il y a une solution qui a été utilisée notamment par les États-Unis et qui leur a très bien réussi jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle l'inflation, si ce n'est l'hyperinflation. L'idée ici, c'est de sortir juste de l'argent et de l'argent, mais de regarder ce qu'on peut faire avec de l'argent. Donc, imaginez une seconde. Vous avez une maison qui coûte 100 000 €. Vous voulez l'acheter, vous avez besoin de 100 000 € pour l'acheter. Donc, vous vous endettez à hauteur de 100 000 €. Maintenant, vous dites, merde, j'ai pas envie de rembourser cette maison. Donc, vous êtes un gouvernement, vous avez beaucoup de pouvoir, etc. Donc, vous allez faire une sorte que vous allez créer de l'inflation. Vous allez faire en sorte que, avec des politiques sur les taux d'intérêt, avec de l'impression monétaire, des manipulations sur les charges monétaires qu'il y a, faire en sorte qu'il y a de l'inflation dans le pays pour que votre maison, que vous avez acheté 100 000 € cette année ou l'année dernière, eh bien que avec ces mêmes 100 000 €, vous ne puissiez plus acheter cette maison qui est une 4 pièces, mais que vous ne pouvez acheter qu'une seule pièce sur les 4. Ou alors qu'il faille dépenser 400 000 € pour rembourser cette maison. Sur le papier, vous avez toujours 100 000 € à rembourser, mais le truc, c'est que vous avez quelque chose qui vaut 400 000 €. Donc, c'est très simple à rembourser. Il faut regarder la chose d'une sorte à ce que aujourd'hui, vous avez votre maison, ça vaut 100 000 €. Dans 10 ans, une maison, ça vaudra 400 000 €. Alors, je prends l'exemple d'une maison, c'est à peu près pareil pour tout. Donc, l'idée ici, c'est que l'inflation va venir gommer, entre guillemets, un petit peu la dette. Et vu qu'il y aura eu beaucoup plus de productivité, ça aura été possible d'avoir cet argent pour rembourser beaucoup plus facilement. Donc, le truc ici, ce que font surtout les gouvernements, et particulièrement le gouvernement américain, le gouvernement européen, la Banque Centrale Européenne l'a fait également à la suite de la pandémie, eh bien, ça va être d'imprimer de l'argent, de faire une sorte de croissance économique un petit peu provoquée grâce à de l'impression monétaire et du rachat de dettes par les propres banques centrales, donc la planche à billets, comme on aime l'appeler. Cet argent, lui, va arriver dans l'économie directement, ce qui va améliorer les infrastructures, améliorer la productivité et faire en sorte que le gouvernement, les pays, les entreprises gagnent plus d'argent, donc payent plus d'impôts, donc ça va augmenter les recettes et ça va faire entraîner de l'inflation. Tout ça, ça va faire que les entreprises gagneront plus, donc elles embaucheront plus. En plus d'embaucher plus, elles voudront se développer encore plus. Les salaires augmenteront potentiellement et le cours des actions, lui aussi, explosera à la hausse. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que le gouvernement, lui, va récolter plus d'impôts. Donc, en récoltant plus d'impôts, il pourra payer plus facilement sa dette. Alors, sur le papier, tout ça, c'est très joli. Ça semble presque une solution idéale. Mais le truc, c'est que ça crée beaucoup d'inégalités parce qu'on l'a vu ici. C'est ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Les riches sont devenus de plus en plus riches et les gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne tout ça, eux se sont appauvris massivement. En plus de ça, si la monnaie est trop dévaluée, les pays étrangers ne voudront plus investir dans l'économie. Et quand on voit qu'une grosse partie de la dette, par exemple américaine, est détenue par des étrangers, trop dévaluer la monnaie, ça risque de faire peur à beaucoup de monde et ça pourrait être assez problématique. En plus de cela, sur les 10-15 dernières années, la dette américaine a augmenté d'environ 7% par an. Donc 7% de plus par an de dette. Ce qui signifierait qu'avec ces techniques d'inflation, il faudrait que la croissance du pays soit de 7% par an. Même
même la Chine n'est pas à 7% par an actuellement pour juste équilibrer. C'est-à-dire, c'est pas pour que la dette aille bien, c'est pour que ce soit équilibré. On a toujours ce surplus à aller récupérer. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez problématique. Donc la seule solution qui reste là-dedans, c'est de revoir complètement les dépenses. Et je pense qu'il va falloir faire une sorte de mix de tous ces éléments pour avoir d'un côté des entrées d'argent qui augmentent et d'un autre côté d'avoir des dépenses qui vont diminuer. Ça risque de créer des problèmes sociaux, mais a priori, à partir du moment où on s'est mis dans cette situation avec la dette, il va falloir que les gouvernements s'en sortent. Les conséquences de tout ça, on les a vues au début de la vidéo. Ça va être une émigration des cerveaux. On a déjà 3 pays qui étaient vraiment puissants quand même, qui ont fait des défauts de paiement. Alors l'Argentine, c'était surtout avant que c'était puissant, mais à partir du moment où ils ont eu ces défauts de paiement, ça a été beaucoup moins bien. Le Venezuela, ça a totalement détruit le pays. La Grèce, ça s'en remet assez difficilement. Ce qui s'est passé, c'est que tous les cerveaux de ces pays, ils se sont barrés pour une vie meilleure dans un autre pays. On a eu un taux de chômage qui a complètement explosé. On a eu des comptes gelés. On a eu des troubles sociaux. On n'est pas du tout à l'abri de ça, que ce soit aux États-Unis ou en France, vu la situation de la dette qu'il y a. Alors vous, de votre côté, comment vous pouvez vous protéger de façon individuelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors la première chose, moi ce que je recommande, c'est l'expatriation. D'aller vivre dans un pays où c'est potentiellement moins cher de vivre, où vous avez moins de réglementation et où vous serez beaucoup plus tranquille. Deuxième solution, si vous n'êtes pas en mesure de vous expatrier, vous avez de la famille, vous aimez la France ou vous aimez les États-Unis, peu importe où vous vivez, vous voulez pas vous expatrier, ce n'est pas une option. Ce que vous pouvez faire, ça va être d'ouvrir des comptes dans différentes devises, dans des pays hors de l'Union européenne ou hors de la juridiction dont vous avez vos comptes principaux où vous recevez vos salaires. Alors, on va me dire oui, mais pour un résident français, avoir un compte à l'étranger, on s'en fout parce que de toute façon, il faut le déclarer et ils sauront qu'il y a ce compte à l'étranger. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas parce que vous le déclarez que ce sera beaucoup plus simple pour la France de venir saisir ce compte. Alors oui, l'idée de l'avoir déclaré, c'est pour faciliter la saisie. Mais si vous ouvrez un compte dans les îles Caïmans et que les îles Caïmans ne communiquent pas trop avec la France, vous avez dit que vous avez votre compte dans les îles Caïmans, mais maintenant, c'est possible que la France, quand elle va demander de geler les comptes, premièrement, peut-être qu'il n'y aura personne qui leur répondra quand ils vont appeler, et deuxièmement, le temps que le courrier arrive, le temps que toute la procédure soit mise en place, potentiellement que ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5 ans, et potentiellement que dans la même période de temps, la situation se sera améliorée, et donc le temps que vos comptes soient gelés, ce sera déjà trop tard. Autre point à savoir, c'est que pour ce type de compte, vous pouvez retirer votre argent en cash très facilement. Ok, j'ai toujours été ébahi la première fois que je suis allé au Panama, quand j'ai ouvert un compte en banque, j'ai demandé à la guichetière, ok, si j'aimerais retirer 10, 20, 30 000 euros, combien de temps à l'avance je dois vous prévenir, et est-ce que je peux les retirer en cash, ou comment on peut procéder? Là, elle m'a regardé en rigolant un petit peu, mais elle me dit, mais c'est ton argent, si tu as besoin de 20, 30 000 euros, tu viens au guichet, tu nous le dis, et on les prend. Éventuellement, si c'est des grosses sommes, envoie-nous un message ou appelle-nous la veille pour qu'on s'assure d'avoir le cash et qu'on puisse te donner ton cash. Mais c'était quand même assez génial quand j'ai eu ça. Alors c'était il y a quelques années, je sais pas si c'est encore comme ça, mais pour dire que dans ce genre de pays, dans des pays d'Amérique latine, dans des pays des Caraïbes, ou même dans certains pays hors Union européenne, vous allez avoir plus facilement accès à votre argent, donc plus facilement de possibilités de retrait si nécessaire. La troisième façon de vous protéger, moi c'est celle que j'utilise principalement, ça va être d'investir dans des actions, dans des titres de propriété d'entreprise un peu partout dans le monde. C'est-à-dire de ne pas acheter que des entreprises françaises, que des entreprises américaines, mais d'aller vous investir un peu partout dans le monde, dans les différentes zones géographiques, afin de vous exposer un petit peu à plusieurs devises et aussi de vous exposer aux différents marchés. Comme ça, s'il y a un marché qui s'effondre, vous êtes toujours à l'abri grâce à un autre marché. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour vous protéger. Est-ce que vous pensez qu'un défaut de paiement est possible pour les États-Unis ou même pour un pays de l'Europe comme la France? Et également ce que vous faites pour vous protéger. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos en cliquant sur le bouton et la cloche juste ici. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!